Bonjour et bienvenue dans le podcast des équipes de The Free Agent. Pour vous présenter toutes les séries, les demi-finales de conférence des playoffs NBA 2022. Un petit rappel du format quand même pour ceux qui ne suivent pas tout le temps. Les demi-finales de conférence de playoffs NBA, c'est 2 séries en conférence Est, 2 séries en conférence Ouest. Le premier de chaque série qui remporte 4 matchs est déclaré vainqueur et accède aux finales de conférence, qui est la dernière étape avant les finales NBA. Dans chaque podcast, on sera donc 2 membres de l'équipe de la team The Free Agent qui vont vous présenter les enjeux d'une de ces séries pour que vous ayez toutes les informations avant le coup d'envoi des confrontations qui démarrent dès ce week-end. Pour cet épisode, on va parler de Phoenix contre Dallas et je serai accompagné de Cédric. Salut Cédric. Salut Étienne, bonjour à tous, bonsoir, bonne nuit, bonne matinée. Je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez ça. C'est ça, ils peuvent l'écouter à tout moment quand ils veulent. Ah. C'est gentil de m'avoir présenté en disant Étienne, comme ça vous savez que c'est moi, vous n'avez pas spécialement d'image, et voilà. Donc on va passer une vingtaine de minutes, on va faire un petit retour sur le premier tour, on va analyser les forces et faiblesses de chaque équipe avec les clés de l'affrontement. On finira sûrement par un petit pronostic. On va commencer tout de suite par un retour sur le premier tour. Honneur au premier de la saison de la NBA, les Suns qui ont éliminé donc les Pelicans 4-2. Ton premier avis là-dessus, Cédric? Eh ben, les Suns ont pensé que ça allait être une partie de plaisir face aux Pelicans. Et c'est ce qui s'est passé sur le premier match, hein. Ils ont vraiment déroulé. Mais malheureusement, sur le deuxième match, il y a eu la blessure de Booker alors qu'il était quand même sur un match extraordinaire, parce qu'en 24 minutes, il avait mis que 31 points. Il avait mis déjà autant, enfin, tu vois, pas que 31 points, pardon. Donc du coup, gros coup dur pour Phoenix qui perd ce deuxième match à domicile. Et du coup, la série semble relancée, quoi. Malgré ça, ils arrivent quand même à remporter le match 3 à la Nouvelle-Orléans. Mais c'est sur le match 4 où Chris Paul passe complètement à travers, où il marque 4 points à l'extérieur. Et du coup, on en avait parlé après avec Pierre des Suns sur la preview du match, et justement du match 5, où les Suns commençaient un petit peu à prendre peur un peu, parce qu'en face, Ingram nous a sorti un match à 37 points. Enfin, les Pelicans étaient vraiment là et avaient trouvé une identité et mettaient les Suns à mal. Il a fallu un gros Michael Bridges pour sortir les Suns de ce pétrin, hein, sur le match 5 à domicile, ce qui a quand même rassuré avec le public. Et du coup, sur le match 6, c'est Chris Paul qui, la rage au ventre, je pense, tu vois, il est né à la Nouvelle-Orléans, il connaît bien Willie Green, il a fait une déclaration, il disait, normalement, ils se parlent tout le temps, tous les jours, en fait, ils échangent toujours. Et là, depuis le début de la série, ils se parlent pas, quoi. Du coup, ça lui faisait beaucoup d'émotion. On a vu à la fin du match des images où il le prend dans ses bras et tout. Enfin, c'était touchant. Et du coup, il nous fait un match historique sur ce match 6 à la Nouvelle-Orléans, sur ses terres, où il nous sort un 14 sur 14 au shoot, 1 sur 1 à 3 points, 4 sur 4 au lancer franc. C'est le premier joueur, c'est un record all-time en playoff sur un match de NBA, de playoff NBA, quoi. Donc attention, monsieur Chris Paul, il est chaud. Derrière, on a eu le retour de Devin Booker sur ce match 6, mais malheureusement, il était un petit peu, il n'était pas en jambes, quoi. Tu vois, il a joué 32 minutes, mais il n'était pas adroit au shoot. Donc à voir pour la suite ce que ça va donner. Mais en tous les cas, les Suns se sont fait peur, mais ont réussi à retrouver d'autres forces et du coup arrivent en trombe sur Dallas pour cette demi-finale. Ouais, en trombe, je ne sais pas. Ça a été très inconstant leur première série quand même. En dehors de la blessure de Booker qui les a handicapés, effectivement. Un Ayton qui a joué un match sur 2. Même Chris Paul a loupé 2 matchs qui étaient moins bons. Parce qu'il n'a pas su prendre le relais quand Booker se blesse, et c'est là qu'ils perdent aussi. Je comprends le choc de la blessure de Booker, mais en même temps,
il a l'expérience, il sait ce que c'est, il aurait dû mener son équipe qui était devant à la mi-temps quand Booker sort et il aurait dû trouver les ressources. Ils étaient largement supérieurs aux Pelicans, on l'a encore vu au dernier match de la série, mais les Pelicans sont vendus chèrement leur peau, hein, je ne veux pas leur enlever le crédit, mais ils auraient dû faire la différence un peu plus facilement. Peut-être on a ressenti sur ce premier tour la tension et que ça va les libérer et qu'ils ont réussi à passer ce premier tour, la peur d'être archi favori, de se faire éliminer. Peut-être qu'il y a ces choses-là parce que c'est quand même, en dehors de Chris Paul, une équipe très jeune et inexpérimentée. Même s'ils ont fait finale NBA l'an dernier, ils n'ont qu'une année de playoff réussie. Voilà, c'est ces choses-là qui laisse encore quelques questions à Phoenix, qui est le grand favori, on le rappelle quand même, de cette saison NBA pour aller jusqu'au titre. Et il y a quand même des questions en suspens, pas mal, suite à ce premier tour, qu'il va falloir régler parce que, en dehors du retour de Booker de blessure, c'est normal, qui sont plus importantes et peut-être plus profondes et qui méritent d'être observées. Je pense qu'on a vu ces faiblesses-là sur ce premier tour et voilà, j'attends de voir quand même un petit peu là-dessus. Je sais pas ce que j'en pense. Je t'ai trouvé un peu dur avec Ayton en fait. Mais ouais, peut-être on attend encore plus quoi. Mais sur les derniers matchs, quoi, tu vois, il tourne à plus de 20 points par match quand même. Quoi. Donc ouais, c'est pas. Mais il s'est fait dominer au rebond et il a trop laissé le champ libre à Valanciunas qui leur a coûté beaucoup trop de deuxième chance, beaucoup trop de rebonds laissés. Même si Valanciunas est costaud, je veux bien, mais un pivot Booker est quand même considéré dans le top 5, voire top 10, je ne sais pas, c'est à voir après derrière de la NBA. Pas Valanciunas, je suis désolé, il doit au moins le limiter. Il n'a même pas limité. Valanciunas a fait ce qu'il a voulu tout le temps. Donc il y a un moment, il était trop inconstant. Après, on l'a vu sur des matchs, il était capable de dominer et de passer au-dessus. Hein. D'ailleurs, c'est les mêmes matchs que Chris Paul, c'est peut-être aussi en lien. Mais il n'a pas son caractère personnel pour lui prendre cette équipe sur le dos quand Chris Paul n'est pas là. Par exemple, quand il n'y avait pas Chris Paul et Booker, c'était à lui de le faire et il ne l'a pas fait. Et il aurait dû prendre le relais. On peut avoir un joueur qui passe au travers, mais quand on a deux ou trois comme ça, donc un deuxième du trio qui est Booker, qui est Ayton, voilà, je trouve ça gênant, moi. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'il progresse. Hein. Il est encore jeune, il ne faut pas l'oublier. C'est là-dessus, peut-être dur, peut-être, mais c'est un pivot qui a été dominant en finale NBA l'an dernier. Même s'il manque d'expérience, même s'il est jeune, je suis désolé, il doit progresser sur ce point-là, selon moi. Oui, puis en plus, il n'a pas prolongé encore, donc il va avoir il a un contrat à aller chercher, comme on dit. Je pense que là, ils sont pas dans les histoires de contrat, les Suns, ils sont vraiment dans les histoires du titre, ils sont archi favoris. Mais pour le joueur, oui, ça joue quand même. Pour le joueur, je pense qu'ils sont pas encore dans les histoires de contrat. Mais on verra ce que ça donne. Revenons un peu sur la série des Mavs contre Dallas. Remporté 4-2. Donc ils ont même remporté les 3 derniers matchs. Enfin, voilà, c'était. Les Mavs ont gagné 2 matchs, mais les Jazz ont gagné 2 matchs, mais un peu par chance, on dirait presque, par hasard. Ils ont quand même dominé les Mavs cette série, non? Ils ont surtout gagné Utah a gagné par absence de Luka Doncic, qui n'était pas là sur les 3 premiers matchs. Donc du coup, Utah arrive à remporter le premier match et c'est vrai qu'on se demande comment va faire Dallas sans Luka en fait, quoi. Et c'est là où Jalen Brunson sort de la boîte et nous fait un match de folie. 2 matchs de folie à 41 et 31 points. Record, je crois, en carré. Oui, record en carré. Ouais. Et il tourne à 27,8 points sur la série. C'est le seul joueur, pareil, sur une série NBA, encore un record de battu, qui tourne à autant de points, en n'ayant que 4 pertes de balles. Parce que du coup, je trouvais bizarre, ouais. Donc, du coup, Lucas revient au 4e match. Il a un peu de mal à reprendre le rythme, mais oui, on sent Dallas quand même plus
Enfin, il y a quelque chose qui n'allait pas à Utah. Enfin, la machine était cassée, ils n'étaient pas là. Même sur le dernier match, c'est Bogdanovic qui a le shoot de la gagne et il fait une grosse brique, quoi, tu vois, alors que le système était bon, enfin, le shoot était ouvert, enfin, donc, Utah gagne, Utah déroule, non, Dallas gagne, Dallas déroule. Lucas revient bien, il a joué 42 minutes sur le dernier match. Il mène son équipe, l'équipe tourne autour de lui, l'effectif est rodé. Après, donc c'est pareil, ils arrivent en forme, prêts à en découdre face aux Suns. C'est la première fois depuis 2011 que l'année où Dallas a été au titre NBA que les Mavericks passent le premier tour des playoffs NBA. Tu veux dire qu'ils vont aller jusqu'au titre? Je ne sais pas, mais voilà, le cap est passé en tous les cas. Déjà, c'est une évolution par rapport aux dernières années pour eux. Voilà, ils sont quand même en demi-finale de conf, c'est pas rien, quoi. Lucas est bien revenu, donc tout semble être ouvert. Brunson tourne bien, et les autres font leur job, donc. Ouais, non, ouais, c'était une domination classique. Ils ont vraiment été au-dessus. Quand Utah gagne, c'est Dallas qui leur donne le match. Euh, Par manque d'expérience aussi, parce qu'il y a quand même un manque d'expérience dans cette équipe. Par contre, ouais, la révélation de Brunson, même encore le dernier match où Luka, comme tu disais, joue 42 minutes, c'est Brunson qui prend encore plus de shoots que Luka. Donc ça montre qu'il lui donne plus de responsabilités. Il a acquis une place, même quand cette équipe est au complet, il a acquis une place importante. Après, je l'avais écrit dans un article, c'est aussi un joueur qui vient de Villanova, qui a été champion 2 années avec Villanova en universitaire. Ses matchs serrés en playoff, il connaît ça. Il a été joué au bout 2 fois en universitaire. Même si c'est pas le même niveau, il a l'expérience de ces matchs-là et ça compte beaucoup. Ça l'aide à se révéler et on l'attendait quand même à un très bon niveau, Brunson, et il le montre. C'est très bien pour Dallas qui avait besoin d'un soutien très très efficace à Luka, qui avait du mal à le trouver. Ils l'ont avec lui, ça fait une très belle garde arrière. À voir ce qu'ils vont donner parce que ça peut être inconstant encore. Ça peut lâcher, ils prennent. Mais c'est inconstant, c'est pas inconstant sur la série, c'est inconstant dans un match. Ils vont prendre, même quand on nous dit Utah qui était moribond, ils ont été prendre des séries de 10-15 points de suite plusieurs fois dans cette série, dans ces rencontres. On a l'impression qu'ils lâchent 10 minutes, un quart d'heure ça, et c'est pas très bon pour. Enfin, voilà, c'est à voir là-dessus, à travailler, je pense. Alors, on va venir tout de suite sur les forces et les faiblesses qu'on peut analyser dans chaque franchise, enfin les points clés de l'affrontement. Première chose, bien préciser que Phoenix est encore archi favori. Il y a le retour de Booker, il va falloir que Booker reprenne la forme. Ça va pas être la même chose parce que on a un affrontement où il y a 2 gros marqueurs et contre un collectif, même s'il y a un collectif à Dallas, ça défend très fort sur les lignes extérieures, ça va bloquer l'extérieur de Phoenix. Donc là, on parlait d'Ayton tout à l'heure, le rôle d'Ayton va être très important dans ce match-là. Il doit dominer les Kleber, Powell, il doit faire mal à Dallas, lui, Ayton, non? Ouais, carrément, il peut faire la différence sur cette série à lui tout seul. Normalement, comme tu dis, il doit les dominer, quoi. Il y a pas, enfin, c'est des super joueurs de basket et ils sont très intelligents en placement défensif et en anticipation, mais c'est pas des All-Stars. Enfin, si Eton il veut être niveau All-Star, voilà, c'est là, comme tu dis, il a vraiment une série où il doit justifier le niveau qu'il veut obtenir, quoi. Et il en a les moyens en plus, quoi. Oui, non, mais j'en doute pas qu'il en ait les moyens. Justement, je l'attends et je pense que c'est ce qu'ils veulent faire. Après, on a 2 très bons coachings. C'est quand même un tribute to Jason Kidd, ce match un peu avec ces 2 anciennes équipes qui s'affrontent et lui qui est coach à Dallas maintenant. Mais oui, non, ouais, ils doivent dominer à l'intérieur. C'est le point d'achoppement parce que Chris Paul ne fera pas un 14 sur 14 contre Dallas en étant défendu par des Brunson, par des Doncic qui le dominent physiquement.
qui sont des très bons défenseurs extérieurs, voire un Dorian Finney-Smith qui peut sortir un peu sur ces postes-là. Pareil, Booker aura un peu de mal parce qu'il va être quand même défendu très fort aussi, que ce soit Dinwiddie, Brunson. La défense extérieure de Dallas est excellente. Très bonne défense intérieure aussi, mais surtout la défense extérieure sur la ligne à 3 points, on l'a vu, c'est comme ça qu'ils ont éteint aussi Utah, qui était une des meilleures équipes à 3 points de la ligue, mine de rien, et ils les ont éteints là-dessus. Ils sont vraiment très bons, donc il ne va pas falloir trop compter sur cette arme et compter plus sur leur collectif. Ils sont très capables d'adapter leur jeu, les Suns, mais il va falloir qu'ils le fassent et qu'ils aillent insister à l'intérieur, toujours plus et encore. La clé, pour moi, j'en vois pas 50, la première clé, elle est absolument là. Oui, parce que sinon, après, comme tu dis, c'est un peu équilibré, quoi. Il y a une grosse star des deux côtés, il y a l'expérience, il y a les coachs, même si Monty, je pense quand même un peu plus d'avance sur Jason Kidd. C'est que sa première année à Jason, même s'il a eu des expériences par le passé, mais je pense que Monty peut prendre le dessus tactiquement sur les ajustements en cours de série, en fait, tu vois. Mais Dallas, c'est vrai qu'il a quand même une grosse défense et ça va vraiment être une série palpitante à suivre avec un résultat inconnu vraiment parce que Lucas peut prendre feu aussi. Tout à fait. Mais Dallas, comme je disais tout à l'heure, va devoir gérer son inconstance dans les matchs. Parce que si tu prends une série de 15 points contre les Suns, tu ne reviens pas comme contre Utah quand même. Hein. Donc, il va falloir qu'ils gèrent, eux, leur inconstance là-dessus et trouver cette solution à l'intérieur. Parce que si on regarde sur la saison, pour illustrer ce qu'on disait, que ça va jouer à l'intérieur, Phoenix a besoin de jouer à l'intérieur. Ils sont à 51 points par match, à peu près 50,7 par match à l'intérieur dans la raquette. Dallas n'est qu'à 36. Hein. Donc il y a 15 points d'écart à l'intérieur dans la raquette par match. C'est énorme comme écart. C'est énorme comme écart. Et pourtant, Doncic souvent drive et va pénétrer à l'intérieur et marque dans la raquette. Hein, donc c'est compté dedans. Hein. Donc il ne faudrait pas qu'ils prennent une dérouillée sur ce niveau-là. Va falloir trouver des solutions. Mais qui en est capable hein. Tu me dis qu'il est à sa première année, il n'a pas d'expérience. Il avait fait 3 bonnes années aux Bucks. C'était un peu lui quand même aux Lakers, c'était pas Vogel, on l'a vu, dès qu'il est plus là, Vogel a un peu de mal. Moi j'étais sûr que c'était lui derrière, surtout qui faisait gros du boulot. J'étais étonné qu'il n'avait pas retrouvé un poste après les Bucks comme ça en principal d'ailleurs. Mais oui, non, pour moi c'est un super coach. On le voyait quand il jouait, qui connaît le jeu. Et justement, je pense que par rapport à Williams, ça va pas être, il va pas y avoir vraiment un autre coach énorme. Je pense que c'est équivalent en coaching. Je pense que voilà, il y a plus de talent évidemment à Phoenix. Il y a une raquette beaucoup plus forte. C'est là que ça va jouer. Je le répète. Je m'inquiéterais même pas que Monty Williams ne fasse même pas démarrer Jake Crowder et démarre direct avec McGee et Ayton pour vraiment leur faire mal tout de suite dans la raquette. Vraiment insister sur ce point-là. Mais là, c'est même pas une question de coaching, c'est juste une question d'effectif. Et Kidd, il n'a pas la réponse à ça donc, dans son effectif. Donc, de toute manière, il va falloir trouver d'autres solutions pour affronter ça. Quoi. C'est ça surtout, c'est le banc de Phoenix qui est impressionnant par rapport à celui de Dallas quand même. Ça fait une sacrée différence. C'est un premier contre la quatrième. Après, tu n'es jamais à l'abri d'un 50 points de Luka Doncic qui te fait la leçon. D'un Booker qui passe à côté au shoot parce qu'il revient de blessure et qui va être très bien défendu extérieur. Et d'un Ayton qui passe à côté parce qu'il a été inconstant sur la première série. J'attends de le voir constant sur toute la série. Voilà, tu n'es pas à l'abri de ça. Ou d'un Michael Bridges qui éteint complètement Luka Doncic en défense aussi. Ouais, mais je suis même pas sûr que celui qui va défendre. Je suis même pas sûr que ce soit le Bridges qui va défendre sur Doncic. Tu crois Ouais, je pense qu'ils ont besoin de la vitesse de Bridges pour défendre sur Brunson qui va mettre beaucoup de vitesse en pénétration. Et je pense qu'ils vont alterner entre Paul et Booker pour aller sur Doncic. Et pour Paul lui défendre un peu dans les pattes et Booker le défendre un peu sur le haut du corps. Voilà, c'est selon les situations, ils vont s'adapter comme ça. Après, on sait que Luka, il trouve toujours la bonne solution tout le temps, donc il faudra voir, mais je pense plutôt que ça va s'orienter un peu comme ça parce qu'ils vont avoir besoin de défendre Brunson parce que si tu laisses
un Chris Paul ou un Booker sur Brunson, c'est lui qui va te faire la chanson. Donc, ils sont obligés de laisser un Mikal Bridges qui est plus au poste en plus sur Brunson et d'alterner. C'est des bons défenseurs, hein, Booker et Paul, donc avec des défenses différentes, mais c'est des bons défenseurs. Donc, je pense que voilà, ça va être la clé, je pense. Ok. Bon, on va passer à la dernière partie, la plus intéressante, ton pronostic. Le pronostic. On n'a toujours pas eu 7 matchs. Hein. Moi, je veux un match 7 entre les Suns et Dallas. Et les Suns vont gagner forcément. Il faut que les Suns passent quand même. Ok. Moi, sur mon bracket, pareil, j'avais mis Phoenix 4-1 ou 4-2. Je vais rester sur un 4-2. Je vais rester sur un 4-2 Phoenix. Tranquillement, ils vont passer. Et, leur gros objectif est quand même, il y a un écart, je pense, quand même, entre les deux équipes qui va faire. Et il y a trop d'écart dans la raquette pour que. Je pense qu'ils vont faire la différence. Magui, Biombo, ils vont insister. Et, ils le savent. Si nous, on arrive à faire le constat, eux, ils l'ont fait. Donc, je vois bien 4-2 pour Phoenix. Alors, je te remercie en attendant. Et voilà, on termine cette preview de cette manière-là sur nos pronostics. Et n'oubliez pas, on est mobilisé sur le site pour vous préparer au mieux à suivre ces demi-finales avec toutes les autres séries que vous retrouverez en podcast et en articles rédigés, bien sûr, pour que vous ayez vraiment toutes les infos pour ces demi-finales qu'on espère passionnantes, qui sont toutes les 4 qui vont être passionnantes. Merci Cédric et merci à toi. Merci à toi et bonne série à tous. Ouais, merci à tous ceux qui nous ont écoutés donc, sur ce podcast et bonne journée et à très vite sur The Free Agent. Merci.